If the whole world went organic, in 10 years, we could reverse climate change. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de ce tête-à-tête avec William Bourdon, nous parlons du droit comme outil de changement et de résistance. Bonjour William Bourdon. Bonjour. Un grand merci de me recevoir dans votre cabinet, rue de Rivoli. Vous êtes avocat au barreau de Paris depuis 40 ans, fondateur de l'association Sherpa. On reviendra sur la création de l'association. Et grand défenseur des droits de l'homme. Comment allez-vous en ce début d'année ? Écoutez, j'ai la chance et le privilège d'aller plutôt bien, avec une équipe formidable, des enfants formidables, une vie personnelle riche, des projets de livres. Donc je suis très très verni, moi, aujourd'hui. Donc quand on a la chance et les privilèges qu'il faut évidemment soigner, caresser, il faut être à la hauteur des chances que la vie vous donne, ça vous donne encore plus de devoirs et d'obligations, compte tenu de la gravité des enjeux aujourd'hui, multiples, complexes, et bien d'être au rendez-vous avec ce qu'on estime juste et ce qu'on estime devoir faire pour répondre à l'attente de ses clients, ou plus généralement pour être fidèle et en cohérence avec ses convictions. Vous êtes engagé en matière de droit. En quoi le droit, justement, constitue-t-il, à vos yeux, un outil puissant pour transformer notre société ? Ce qui m'attire dans cette profession, c'est la pluralité des engagements et des dossiers et des situations. 2, la découverte progressivement que le droit allait devenir, il était déjà, mais en tous les cas, devait devenir puissamment un outil de changement, un outil de résistance, face à une mutation accélérée du monde, face à la complexité des enjeux, et face surtout à l'inertie et la passivité de ceux qui devraient, parce qu'ils ont été élus et choisis pour ça, que ce soit des acteurs privés ou publics, qui devraient réagir, qui devraient trouver les remèdes, qui devraient modifier le corpus juridique, qui devraient mettre un terme à des comportements qui offensent l'humanité ou qui offensent la biodiversité, peu importe. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que jamais les grands intérêts publics n'ont été autant menacés, jamais les citoyens n'ont autant entendu matin et soir, sous des formes poétiques, métaphoriques, une sorte de compte à rebours, anxiogène. Jamais le monde n'a été aussi anxiogène, la pandémie, le terrorisme, la précarisation, l'aggravation des inégalités, et jamais les citoyens n'ont eu autant le sentiment que ceux qui devraient être à la hauteur de la tâche, visionnaires, courageux, n'indexant pas toutes leurs décisions sur l'obsession de leur réélection, ne sont apparus autant en défaillance par rapport à leur mandat, en défaillance par rapport à leurs promesses, par faiblesse, par incompétence, par cynisme. Voilà, et tout ça, ça fait le jeu de qui ? Ça fait le jeu des populistes et des néo-fascistes. On le voit tous les jours. Vous avez créé en 2001 Sherpa, donc une association qui vise à lutter contre l'impunité des grands acteurs économiques. Diriez-vous que ce combat contre l'impunité des multinationales représente le grand combat aujourd'hui, le grand combat peut-être du XXIe siècle ? Alors, vous formulez la question d'une façon qui est en cohérence avec la réponse que je voulais vous faire. C'est-à-dire que moi, j'ai quitté la FNH en 2000, j'ai démissionné, et j'ai eu l'idée que le XXe siècle avait été dédié, avec des succès mitigés, mais quand même avec une odyssée en marche, à limiter, réduire l'impunité des grands criminels de sang, de Nuremberg, la guerre froide, le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, la Cour pénale internationale. Il y avait de quoi faire. Il y a de quoi faire. Mais que le XXIe siècle devra être dédié, sans oublier la première bataille, qui, on va le voir, sont très complémentaires, à essayer de limiter l'impunité des grands acteurs économiques et privés dans le domaine financier, environnemental. C'était d'autant plus important que rendre redevables ceux qui font de leur irresponsabilité une espèce d'obsession éternelle est une condition de notre survie collective. C'était d'autant plus indispensable que les citoyens eux-mêmes ont perçu que, au-delà de cette responsabilité mutualisée, cette co-responsabilité qui maintenant s'étend universellement, cette idée que chacun est comptable, redevable par son action, son omission, de notre survie, du sort des prochaines générations. Donc,
il fallait créer un outil. C'est cet outil que j'ai créé, l'association Sherpa, qui est la petite ONG qui est montée progressivement et qui maintenant est bien identifiée comme une ONG absolument légitime sur les questions de responsabilité sociale, environnementale et anticorruption. Moi, j'ai démissionné de Sherpa, je n'en suis plus que président fondateur. C'est très bien comme ça, il faut savoir passer la main. Alors je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'il n'y a pas une limite à tenter de réglementer finalement ces grandes multinationales qui détruisent la planète et en retour, elles pourraient bénéficier de ce cadre pour quelque part instrumentaliser les réglementations et ainsi créer une forme de greenwashing? Alors, une question compliquée. On est dans une course-poursuite d'évidence. Si demain, par un coup de baguette magique, 70% des global managers dans le secteur financier, minier, forestier, pétrolier, je parle des ressources naturelles parce que c'est là où la loi du cynisme et de l'obsession du rendement court-termisme est le plus élevé, même si aujourd'hui, par les temps qui courent, on est en train de changer un peu de doxa. S'il y avait 70-80% des global managers demain qui comprenaient que la rentabilité à long terme suppose des sacrifices à court terme et suppose de renoncer à des logiques de retour sur investissement et à une forme de cupidité, le monde, évidemment, irait beaucoup mieux. Mais la logique court-termiste, elle est contraire à l'intérêt général, parce que la défense de l'intérêt général, c'est la logique long-termisme. Et plus l'économie se financiarise, plus ça vient absolument à rebours de l'exigence de protection des grands intérêts publics, qui est justement une exigence de long terme. C'est évidemment un sujet particulièrement crucial. Les entreprises n'ont pas découvert les engagements éthiques et pour les droits de l'homme comme ça, par une espèce d'altruisme qui leur serait tombé, comme le Saint-Esprit a traversé Claudel lorsqu'il a visité Notre-Dame. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est la pression citoyenne, les nouvelles mentalités des consommateurs qui font que les entreprises ont compris que si elles communiquaient pas plus dans le champ éthique et droit, elles perdraient la confiance d'un certain nombre de consommateurs et maintenant d'un certain nombre de fonds de pension qui commencent, les fonds de pension éthiques, à contrebalancer la toute-puissance des hedge funds et des acteurs financiers dans la grande galaxie des entreprises les plus puissantes de la planète. C'est un combat qu'il faut suivre de près. Enfin, pour l'instant, le rapport est très asymétrique. Alors évidemment, il y a le pire et il y a le meilleur. Il y a les entreprises qui communiquent vertueusement et qui font ce qu'elles disent et qui disent ce qu'elles font. Elles sont minoritaires. Il y a des acteurs qui se foutent de notre gueule et dont... Ils sont nombreux? Ils sont nombreux, oui. Qui se foutent de la gueule même de leurs actionnaires, enfin des consommateurs, qui ont développé des océans de communication éthique. Et on a l'impression que c'est Nicolas Hulot et Stéphane Hessel qui les ont écrits à quatre mains. Et quand on va à l'envers du décor, c'est pas du tout ça. Les filiales, les sous-filiales, l'entrelac, etc. Il y a des tas de mécanismes très complexes qui fait que il y a une forme de dualité, au fond, de schizophrénie, qui est assez institutionnalisée. Pas partout, il faut être nuancé. Il ne faut pas que les brebis, tous les moutons noirs de la planète, et ils sont quand même assez légion, viennent obscurcir et décourager certains capitaines d'industrie qui font le boulot courageusement, qui se font éreinter, et qui ont compris que, face à la compétition économique de plus en plus rude, il valait mieux perdre une part de marché, par exemple sur le terrain de la corruption en Afrique face aux Chinois, aux Malais ou aux Turcs, et retrouver de la crédibilité à long terme par rapport à ses actionnaires ou voire par rapport aux consommateurs ou par rapport à la puissance publique. Donc il faut être très nuancé. En tous les cas, pour les associations de consommateurs, pour Sherpa et pour bien d'autres organisations, déconstruire derrière des discours parfois extrêmement sophistiqués la réalité underground du fonctionnement d'une multinationale, ça demande des moyens, des ressources humaines et techniques, des lanceurs d'alerte, des journalistes d'investigation que bien peu d'ONG sont capables de mobiliser aujourd'hui. On va s'arrêter un peu sur votre actualité. Le 25 janvier dernier, s'est ouvert à Évry le procès dit de l'agent orange, donc un procès qui oppose 14 industriels qui ont produit cet herbicide mortel pendant la guerre du Vietnam à la franco-vietnamienne Trantonia, que vous défendez, William Brodon. Peut-on dire qu'il s'agit d'un procès historique? Vous savez, les avocats en face, grand cabinet d'affaires, j'étais légion, il y avait 20-25 robes noires en face de nous, qui ont pondu qui ont pondu des kilomètres de conclusions à la hauteur des enjeux réputationnels de leurs clients. Dans les grands procès symboliques citoyens, oui, il y a du monde, où il y a des caméras, où il y a des banderoles, etc. Et
Pour les acteurs du marché, c'est toujours une espèce de cirque, de kermesse, d'happening judiciaire qu'ils éreintent avec mépris, avec beaucoup de cynisme. Ça les insupporte. Et la stratégie qui consiste à essayer de disqualifier les acteurs comme Nia et ses soutiens, c'est une stratégie vieille comme le monde. Elle est dans tous les grands dossiers de pollution. Combien de coups sont pris Sherpa, Greenpeace, de procès en diffamation, d'officines pour essayer de nous disqualifier de l'enceinte judiciaire à l'action citoyenne. Il y a des grands acteurs privés qui sont prêts à vraiment utiliser des ressources extrêmes pour disqualifier l'action citoyenne. Là, c'était évidemment quelques billevesées, quelques saillies dont on n'a rien à foutre. Mais ce qui est important de dire dans ce procès, c'est deux choses. La première, c'est que moi, au début, quand j'ai rencontré Nia, parce que j'appelle Nia au Vietnam et en France, j'aurais pas misé un copec sur cette histoire, quand même. Et c'est vraiment l'obstination, essayer de réfléchir, de convoquer l'imagination, de passer des dizaines et une dizaine d'heures à éplucher des bouquins, des trucs. On s'est dit, c'est jouable. Bon, on l'a fait. Et moralement, pour Nia et tous ceux qui la soutiennent, c'est le simple fait d'avoir été jusqu'au bout. Ça a remis au centre du débat public la responsabilité de ceux qui sont à l'origine du premier gigantesque écocide au monde. C'est ça, c'est considéré comme le premier grand écocide. La terre vietnamienne brûlée, les corps brûlés, pour des générations, la dioxine qui se transmet, qui saute des générations, des enfants qui sont transformés en petits monstres, des pathologies multiples. C'est le premier grand écocide. Donc, les entreprises... C'est historique, pour revenir à la question. Bon, je ne sais pas si on va gagner, parce qu'il y a une course d'obstacles importante, les faits sont anciens, le lien de causalité entre l'épandage, les pathologies... Les entreprises ont argué. C'est important de gagner. Non, c'est très important de gagner. Moi, je ne fais pas les procès pour ne pas gagner. Mais en même temps, Nia et tous ceux qui sont avec elle savent que c'est un procès qui n'est pas facile à gagner. Et le simple fait d'avoir été jusqu'au bout, c'est déjà une aventure essentielle. Mais on l'a fait pour gagner. Et donc, si on perd, la question se posera de faire appel. En face, ils feront un appel pavlovien, comme toutes ces boîtes. Mais, vous savez, moi, ce qui m'est apparu dans certains procès absolument impossible, impensable, finalement, est devenu possible. Il ne faut pas s'arrêter dans le fait que c'est pas forcément possible. Il faut au contraire se mobiliser pour, je paraphrase une phrase de Romain Gary, il faut même s'obstiner pour créer les conditions de s'attaquer à l'impossible. Alors, on va parler des droits de la nature, un concept qui est né dans les années 70. Faut-il aujourd'hui se battre pour faire reconnaître ses droits aux membres de la communauté terrestre, aux écosystèmes, se battre pour criminaliser l'écocide, puisqu'on est face à une urgence écologique? Est-ce qu'il y a aussi urgence à utiliser de nouveaux outils juridiques? Alors, au-delà des changements de mentalité, des changements d'habitude de consommateurs, au-delà de la nécessité de résister à la financiarisation de l'économie. Ça, c'est lent, tout ça. Au-delà du changement de modèle économique, il y a une urgence. C'est que le droit s'adapte au cynisme des acteurs qui sont les plus comptables de la destruction de notre planète. Voilà. Et c'est une adaptation trop lente, et à l'échelon national et à l'échelon international. Il y a eu un livre vert il y a 10 ans sur le droit pénal de l'environnement à l'échelon européen qui rappelait que les sanctions pécuniaires contre les acteurs du marché, s'agissant des graves atteintes à la biodiversité, c'est un soupir pour ces boîtes. C'est un soupir. Elles provisionnent, c'est un soupir. Alors, ça s'est amélioré un peu. C'est un autre rapport qui avait été remis par un ami à Christine Taubira il y a quelques années. Tant que ça reste des soupirs, il y a une anticipation cynique qui est faite. Il y a un arbitrage qui est fait entre les dégâts irréversibles causés à la nature et une amende qu'on peut contester pendant 10 ans. Donc, il faut envisager de durcir la panoplie juridique dans l'environnement, ça n'y a aucun doute là-dessus. Il faut réfléchir, on y avait réfléchi avec Mireille Delmas-Marty, c'est très bien la COP21, etc. Mais s'il n'y a pas de traduction juridique, normative, des engagements pris par les États, c'est-à-dire une obligation positive à la charge des acteurs du marché, si elles manquent à leurs obligations de participer à la décarbonisation du monde avec des sanctions pénales lourdes à la clé. Quand je dis des sanctions pénales lourdes à la clé, c'est-à-dire des amendes qui soient pas symboliques et qui soient dissuasives, des murs de publication, et puis un risque parfois de placement en détention quand l'infraction est extrêmement grave. Aujourd'hui, il y a des infractions financières, économiques, environnementales, quand elles sont d'une immense gravité, qui peuvent justifier, me semble-t-il, des mesures de détention, quand c'est le profit qui l'a emporté sur les engagements, sur l'éthique la plus élémentaire et sur la loi.
Alors face à ça, il faut changer de vitesse, vous dites. Est-ce que vous croyez que la Cour pénale internationale peut devenir demain le juge pénal international pour juger les grands destructeurs de la planète? Vous avez déposé plainte à la Cour pénale internationale contre Bolsonaro. Plainte déposée au nom du défenseur iconique de la forêt amazonienne, le chef Raoni. Alors là, je m'écarte un peu peut-être du droit, mais est-ce qu'on peut dire que l'écocide, donc la destruction de la forêt, peut conduire à une forme de génocide, donc en l'occurrence l'extermination des peuples autochtones? D'abord, ça, c'est le fruit d'un travail collectif considérable. Pendant 18 mois, t'as d'équipes qui ont travaillé avec moi, des équipes de Darwin, Climax Coalition à Bordeaux, des juristes qui sont appuyés sur aussi toute une série de travaux universitaires académiques sur la notion d'écocide. Pour l'instant, il n'y a pas eu une enquête ouverte pour écocide à la Cour pénale internationale. Le mot écocide ne figure pas dans le statut. Voilà, point. Par contre, il y a eu des communications émanant du bureau du procureur, en cohérence avec des communications universitaires, pour considérer que l'écocide, c'est-à-dire cette espèce de destruction massive, systématique, biodiversité, humanité, humain, au nom du profit, devait être considéré comme un crime contre l'humanité au sens de l'article 7 du statut. Donc, à la fois, cette communication qu'on a voulu la plus professionnelle, la plus rigoureuse possible, et dans le prolongement de ce nouveau paradigme, et en même temps, pour amener le bureau du procureur à ouvrir une enquête, c'est notre souhait, sur des crimes écologiques, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Il y a un compte à rebours terrible au Brésil, terrible. Chaque jour, la destruction avance. Bolsonaro a encore fait des effets d'annonce absolument insensés il y a quelques jours. C'est la destruction des communautés indigènes dans une logique qui est une logique strictement criminelle. Il faut les sauvegarder, c'est un patrimoine absolu pour toute l'humanité. Ils sont abrités par un autre patrimoine qui s'appelle l'Amazonie, qui est un poumon vert pour l'humanité. Il faut sanctuariser, par tout moyen, cet espace, ce formidable espace, et ces communautés. Ça va être difficile, parce que c'est un processus lent, trop lent, la Cour pénale internationale. Est-ce que on peut espérer, on va tout faire pour ça, que face à l'accélération des destructions, on mette un peu de cadence du côté du bureau de Madame le procureur, Madame Bensouda. Il va y avoir des juges qui vont considérer que des écocides de masse sont des crimes contre l'humanité. C'est évidemment un très bon signe envoyé par la Cour pénale. Ça serait un très bon signe. Puis c'est un signe en direction de la France, parce que le petit projet là, un peu minuscule de Monsieur Dupond-Moretti et de Barbara Pompili là, quand même ne les honore pas du tout à la hauteur des engagements de la France. Mais là-dessus, l'après-midi nous manque pour dire tout le bien qu'il faudrait dire de ce projet de loi. Bon, on va s'arrêter là-dessus alors. Vous qui avez largement œuvré en faveur des droits de l'homme durant votre carrière, diriez-vous que les droits de la nature sont finalement un prolongement direct des droits de l'homme? Comment s'articulent ces deux disciplines? Plus en plus, alors, des gens sur le terrain le vivent en Afrique, en Amérique latine, c'est-à-dire qu'ils vivent très clairement le fait que les grandes atteintes à la biodiversité, à la forêt, les grandes pollutions sont le fait d'acteurs privés qui bénéficient d'une impunité parce qu'ils évoluent dans un État qui est un État de droit inexistant ou de façade. C'est-à-dire que c'est l'absence de normes qui permet les grandes atteintes à la biodiversité. Et c'est les grandes atteintes à la biodiversité qui, causes et conséquences, fabriquent d'autres graves violations des droits de l'homme, le droit à la santé, le droit à logement, ou qui entraînent, plus grave encore, pour les militants, les nouveaux militants de nouvelles générations d'activistes anticorruption environnementaux, aujourd'hui des risques d'assassinat, de torture, d'exécution sommaire. De la même façon que les militants de droits de l'homme classiques qui luttaient contre les dictatures il y a 30 ans pouvaient être exécutés, les militants environnementaux anticorruption sont aussi menacés. C'est une traduction morbide de cette espèce de recomposition. C'est-à-dire qu'on n'est plus entre deux catégories juridiques, les droits de l'homme et le droit de l'environnement. Les deux sont maintenant absolument maillés dans une totale et permanente interaction. Comment on pourrait l'appeler, du coup, ce maillage ? Les droits fondamentaux les droits fondamentaux de l'homme, les grands droits humains, les droits de l'humanité. Les droits de l'humanité rejoignent les droits humains. Il faut avancer pour renverser les tables et rapprocher les montagnes en même temps sur les droits humains classiques et sur les droits de la nature. Tout le monde voit bien que l'un est indispensable par rapport à l'autre.
William Bourdon, on entre dans notre deuxième partie de podcast avec des questions qui peut-être amèneront des réponses un peu plus personnelles. Quel a été votre plus grand déclic écologique ? Moi, ma conscience écologique, elle est forte depuis longtemps. Donc on avait toujours traité au cabinet de dossiers environnementaux, comme ça, c'est classique. Non, c'est, je crois, 2006, mes promenades dans les quartiers populaires d'Abidjan et la découverte des effets toxiques du déchargement de la cargaison du Probo-Koala, qui a pollué la lagune pour des décades et des décades, sinon des centaines d'années. Triple catastrophe sanitaire, catastrophe environnementale, des catastrophes environnementales, écologiques et catastrophes en termes démocratiques, puisque tout ça n'était possible qu'au prix d'une corruption de toute une série d'acteurs publics. Et l'impunité totale des acteurs, dont des Français. Et à l'époque, on tente, voilà un échec. On tente une plainte bien soudée, bien articulée. Et la procureure me dit, mais Maître Bourdon, le juge français peut pas s'occuper de tout, toutes les misères de l'humanité, pour paraphraser une phrase malheureuse de Michel Rocard. Un livre, un auteur à nous conseiller pour prolonger peut-être ces questions liées aux droits de la nature. Sur les grandes questions écologiques, moi, j'ai la chance et le privilège depuis 20 ans d'être un grand ami d'Edgar Morin. Donc je suis l'avocat. Voilà, donc je suis l'avocat. Donc j'ai fait des conférences avec lui. J'ai une relation qui Il a écrit de nombreux bouquins. Oui, voilà. Et c'est une espèce, il est entre le père et le frère. Bon, La Voix est une espèce de livre de synthèse absolument magnifique. Une espèce d'antidote contre le découragement et qui rappelle que le réalisme sans morale, comme dit Albert Camus, ça fabrique du cynisme. Il faut saluer Edgar qui va avoir 100 ans là au mois de juillet, qui reste une espèce de lanterne pour votre génération, pour la mienne, qui a eu à des premiers l'intuition que la question écologique serait centrale s'agissant de notre destin collectif. Donc La Voix, parmi d'autres livres d'Edgar, bien sûr. Et pour finir, une dernière question qu'on a l'habitude de poser dans ces podcasts. Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans ? Si, on peut dire par miracle, les multinationales devaient faire face à bien plus de contraintes juridiques. Alors, on ne se sauvera pas collectivement s'il n'y a pas plus de contraintes juridiques. Mais ça, évidemment, ça ne suffira pas. C'est un panel. Bon, écoutez, moi, j'ai des triplés qui ont 26 ans, qui font des métiers artistiques. Voilà, qui font des métiers artistiques, qui veulent être journalistes. Certains ont envie, comme beaucoup, d'aller s'expatrier à la campagne pour réconcilier à la fois une participation symbolique au sauvetage de la planète et en même temps cultiver un certain art de vivre et du quotidien. Bien. En tous les cas, ça passera évidemment par plus de sobriété individuelle et collective. Ça passera par une crainte du juge plus forte à l'égard de ceux qui ne n'entendent que la crainte du juge pour changer leur comportement. Plus on est puissant, plus on a la capacité de réseau d'influence, lobby politique, et plus on se contrefiche des engagements éthiques anticorruption qu'on prend. Il n'y a que la menace du juge, je le dis avec regret, il n'y a aucune idéologie à le dire, c'est la menace du juge avec les menaces de sanctions très dures qui ne pourront que modifier le comportement des acteurs privés du monde les plus puissants. Et parmi les plus puissants, il y a par exemple Goldman Sachs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on a à foutre, Goldman Sachs, du sort des abeilles ou des ours blancs? Rien. Les grands acteurs miniers qui dévastent la biodiversité, ils sont en contact avec vous et moi comme consommateurs, ils sont sensibles à l'image réputationnelle, non pas trop, je crois. Donc, il faut évidemment aussi un nouvel arsenal juridique international, régional, et pour l'instant, tout ça avance à pas d'escargot. William Bourdon, un grand merci. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram, ou encore mieux, venir échanger avec nous à la Recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro porte de Clignancourt. Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose ?